la documentation, les tutoriels, les codes sources, on essaie de voir avec le code, mais visuellement. L'objectif, c'est quoi? C'est détecter tous les défauts. On essaie de détecter les défauts, surtout les défauts qui sont liés à l'ambiguïté, à la non-compréhension, à des choses qui ne sont pas très claires dans les documents. On essaie d'améliorer la lisibilité et la cohérence et la testabilité du code source. Lorsqu'on est en train de lire le code source, ça nous permet de mieux comprendre. Aussi, permet de réduire les coûts de correction. Et là, c'est le fait de corriger les erreurs, les premières phases du projet, c'est différent. On cherche que les corriger vers la fin des projets. Maintenant, on a commencé. Et pour exécuter des tests statiques, on parle de ce qu'on appelle la revue. On commence par un cycle, en démarrant par la planification de la revue, c'est-à-dire ce qu'on veut analyser, le lancement de la revue, la revue individuelle, c'est-à-dire chaque membre de l'équipe essaie de lire individuellement le code source en fonction des objectifs qu'on va atteindre, puis on fait une communication et analyse ensemble, et finalement on essaie de corriger suite à ces différentes remarques. Et cette opération peut être exécutée soit avec une revue manuelle, c'est-à-dire d'une façon manuelle avec le humain, ou bien je peux faire une analyse statique. Et là, j'avais la dernière fois une question sur SonarCube avec l'analyse. SonarCube, c'est permis de faire une analyse statique. Et je vais vous montrer avec une démonstration comment on peut utiliser un autre outil. C'est plutôt un SonarCube, mais plus light, que je peux intégrer dans un outil de développement intelligent, et ça va m'aider beaucoup dans l'analyse statique de mon code avant de faire l'analyse sur le serveur. Et cette revue manuelle peut être en utilisant différentes techniques, différentes approches, soit une approche alors, une approche basée sur une checklist, c'est-à-dire je fixe l'ensemble de critères à vérifier et j'essaie de vérifier critère par critère, selon des scénarios qui sont proches aux actions des utilisateurs, ou bien selon les rôles, je prends la casquette du client, je prends la casquette de l'administrateur, je prends la casquette du responsable du service pour tester ce projet. Et généralement, avec la revue, bien le test statique, qui est l'ensemble de défauts qu'on peut détecter. On parle de défauts d'ambiguïté dans les exigences. Lorsque les exigences ne sont pas trop claires, c'est-à-dire je ne peux pas les détecter si je fais des tests dynamiques, mais je peux les détecter sauf en utilisant des tests statiques. Les codes dupliqués, ou bien parfois les complexités élevées, dans le respect des standards, dans des variables, dans des méthodes, la façon dont vous appelez vos classes, etc. Et côté vulnérabilité que j'ai récupéré, ça me permet de les détecter en utilisant des tests statiques. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments que nous avons traités au niveau des tests statiques. Et dans les différents types de tests, il y a deux types. On a parlé sur les premiers types, ce sont les tests statiques, puis on a parlé sur les tests dynamiques. Et d'ailleurs, l'objectif de cette séance, c'est on va discuter qui sont les tests dynamiques et comment on peut implémenter des tests dynamiques. Les tests dynamiques, c'est au contraire aux tests statiques. Les tests dynamiques, ça nous permet dans l'ensemble de techniques qu'on utilise pour observer le comportement des
en exécution. Là, on a besoin d'exécuter le logiciel pour observer son comportement. C'est une exécution réelle du logiciel pour observer son comportement sous différentes conditions d'entrée. Sous différentes conditions d'entrée. Et test dynamique a pour objectif de vérifier que le système fonctionne comme entendu. Je veux dire qu'il m'a brûlé avec eux. Ça nous permet de détecter les défaillances, les erreurs visibles en exécution, et aussi ça nous permet d'évaluer les attributs non fonctionnels, parfois de performance, parfois la fiabilité. Là, lorsque j'utilise d'autres types de tests, à savoir les tests de performance. Et les tests dynamiques peuvent être implémentés selon trois approches. Soit une approche avec test boîte noire, test boîte blanche ou test boîte grise. Donc, la différence entre les trois, c'est quoi? Boîte noire, ouais, c'est l'accessibilité au code source. C'est-à-dire que lorsque je teste, j'exécute des tests dynamiques avec une approche boîte noire, maintenant, je ne connais pas le code source. D'accord? Donc là, c'est juste, on se basant sur quoi? Ouais. Les interfaces ou bien les spécifications fonctionnelles. On se base sur les spécifications fonctionnelles. Lorsque je teste mon système avec une approche boîte noire, là, je me base sur les spécifications du système, ce qui est fonctionnel. Là, je n'ai aucune idée sur le code source. Boîte blanche, là, je connais la structure de mon code source. Alors, le code source bien expressé. Je vais tester en se basant sur cette information. Et troisième, c'est boîte grise. Là, c'est entre les deux. Je connais toute une partie de la structure de mon code source et je connais les spécifications. Là, qui est même boîte noire, donc elle se base sur les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire ce que le système doit faire. Il n'y a pas d'accès au code source, qui j'ai l'accès au code source, et ça me permet de vérifier le comportement observable sans connaître l'implémentation. Donc on a quelque chose, le comportement, sans connaître comment il est implémenté. Par exemple, je vais tester une fonction de calcul de la remise qui a comme paramètre le montant et un paramètre VIP qui peut prendre true ou false. Maintenant, je vais donner des valeurs, d'accord, du montant et la valeur est à VIP et je vais vérifier le résultat du sort à la fin. Je ne connais pas l'implémentation. L'implémentation, je peux faire le code source derrière HTML, je ne sais même pas. Même parfois, par exemple, même le langage avec lequel il a été développé, je ne le connais pas. D'accord? Aucune idée. Là, je ne regarde pas le code source, mais je vais vérifier juste la sortie. Est-ce qu'il est correct? D'accord? Là, je vais tester en utilisant une approche boîte noire. Par contre, si je vais tester en utilisant une approche boîte blanche, là, je dois y avoir une accessibilité totale au code source. Je dois connaître le code source. Là, je me base sur la structure interne du code, surtout la couverture. Et je dois atteindre une couverture du code source, surtout la couverture des branches, généralement les tests. Et si je prends toujours le même exemple de la fonction de la remise, là, je connais le code source. Et dans ce code source, je ne dis bien. J'ai combien de conditions, combien de prédicats? Un prédicat. Deux prédicats, d'accord? C'est ça, qu'on a voir. F, montant et F et VIP, d'accord? Si je calcule la complexité, ça donne combien? Ça donne combien la complexité?
P plus 1. Et P c'est quoi? On a décidé ou bien un nombre de prédicats. Combien de prédicats nous avons ici? 2. 2 plus 1, c'est égal à 3. Donc je ne retiens pas. La complexité problématique, ça nous permet d'avoir une idée sur quoi? Le nombre de tests qu'on aura besoin. Ça veut dire qu'au minimum, pour couvrir ce code source, j'aurai besoin de combien de tests? 3 tests. Minimum. 3 tests. Là, vous avez, on a effectué, mais chez les trous, on a effectué 4 tests. Pour vérifier la couverture. D'accord? Donc, à l'instant, chauffe. La qualité, mais le test à l'instant, il est vraiment la relation entre les deux. C'est une relation étroite. Je veux dire, toujours la qualité, ça nous permet d'améliorer, les tests, ça nous permet d'améliorer la qualité ça nous permet de contrôler les tests. D'accord? Donc, à partir de cette information sur la complexité, ça nous permet d'avoir une idée sur le nombre de tests. Et là, vous voyez, on a utilisé 3, mais normalement, on aura besoin de plus. C'est 4 pour tester les différentes combinaisons. Les différentes combinaisons, là, je vais tester le montant est supérieur, le montant est inférieur. Je vais tester EVIP true, EVIP est false. Vous pouvez dire une combinaison 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D'accord? Et je vais tester mon code source avec ces différents cas de figure pour voir comment il va réagir. D'accord? Donc ici, je vérifie en test boîte blanche, je vérifie la couverture de décision. Est-ce que les différents cas possibles sont couverts par des tests? Troisième, c'est boîte grise. Boîte grise, c'est généralement lorsque j'utilise des API externes. D'accord? Lorsque j'utilise des API externes. Je connais la structure de mon code source. D'accord? Mais je ne connais pas la structure de l'API externe que j'utilise, ou bien le service externe que j'ai fait après. Est-ce qu'on a une connaissance partielle de mon code source, mais la deuxième service que j'utilise, la structure de code source, comment elle est. D'accord? Je connais juste la spécification. Pour ce code source, ça va me donner une valeur ou bien une d'origine. D'accord? Donc là, je teste mon code source que je maîtrise et je vérifie en fonction de la spécification de ce que le système va m'afficher. Alors maintenant, je suis en train de faire un paiement, d'accord? Paiement en ligne dans mon application, d'accord? Et je vais me baser sur l'API de paiement en ligne qui existe. Donc c'est elle qui va vérifier est-ce que le client va chez Endo le solde sur le compte dialogue ou pas. D'accord? Comment il va le faire? Non, voilà. Je ne sais pas la structure du code source, mais il va me retourner une information. Est-ce qu'il a le solde ou bien il n'a pas le solde? Ça c'est la spécification. Regarde, c'est une true ou là false. Le reste de combien il va payer, le quantité des articles, tout ça, c'est de mon côté. Ça c'est la structure de mon code. D'accord? Maintenant je connais, j'ai une maîtrise du code source, mais elle est partielle. Mais je te fais. Et ces tests automatisés, en se basant sur ce qu'on appelle une pyramide de tests. D'accord? Cette pyramide de tests, en allant les tests unitaires, que vous connaissez déjà, les tests d'intégration et les tests fonctionnels. Avec une pyramide de tests. En allant des tests qui sont très rapides, très isolés et très partiels, qui est élémentaire, rapide, isolé et réaliste, vu qu'il permet de retourner des informations correctes, vers des tests qui sont plus réalistes, plus réalistes parce qu'ils permettent de simuler le scénario exact du client, comment le client va utiliser le système, et plus long, là ça va prendre beaucoup de temps pour utiliser des tests fonctionnels, et qui doit
doit être intégré. Parce que j'ai besoin, pour faire un test fonctionnel, j'ai besoin d'intégrer les différentes fonctionnalités. Donc, test unitaire, en se basant sur le comportement isolé, je teste les morceaux de mon code source de façon isolée, sont très rapides, stables, faciles à exécuter et moins coûteux. En termes de maintenance, c'est rapide quand je peux faire des tests unitaires. Deuxième, c'est les tests d'intégration. J'intègre différents composants dans mon système, dans un seul pour les tester. Permet de vérifier les unités qui interagissent correctement. Moi, chaque fonction d'un à l'autre correctement. Ce sont des tests plus longs. Dépend des composants externes parfois, par exemple les API, les bases de données, les relations, et des scénarios plus réalistes. Au sommet, on trouve les tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, généralement, on s'en va faire quoi? Sur les interfaces. D'accord? Sur les interfaces utilisateurs. C'est simuler le comportement réel du utilisateur final et sont très longs, très fragiles. Et reste parce que le simple changement de la structure de l'interface, ça peut casser le comportement du test. Ils sont très, très fragiles et sont très coûteux à maintenir. Alors, c'est la structure logique pour tester une application. Je commence par les tests unitaires qui doivent être généralement très nombreux, j'ai connecteur, je fais beaucoup de tests unitaires. Je peux agréger les composants en les intégrant et je peux effectuer les tests d'intégration. Et à la fin, quand j'ai les tests fonctionnels avec quelques simulations de mon entreprise. Le problème, c'est quoi? Voilà, plus on monte, plus les tests sont coûteux, donc moins nombreux. Je j'effectue sur la base beaucoup de tests unitaires ou moins de tests fonctionnels. Pourquoi? En effet, le coût des tests de détection des bugs, c'est qu'on tester tôt, ça va permettre de corriger les bugs. C'est la règle numéro 3 de l'STKP, dans la première séance, c'est tester tôt. Aussi, la rentabilité et la stabilité, les tests unitaires sont très stables et je peux les répéter plusieurs fois, plusieurs fois. Par contre, les tests fonctionnels sont des tests qui sont instables. Le fait de changer le nom d'un bouton ou bien d'un champ dans une interface, ça peut casser le test fonctionnel. Je dois refaire tout le test fonctionnel. Je dois réexécuter le test. Je dois recoder le test fonctionnel. Aussi, les tests unitaires sont très utilisés et simples à appliquer avec des bonnes pratiques, par exemple, comme les TDD, test développement, test driven development, comme on dit après. Ça, c'est une méthode très utilisée pour écrire des tests rapidement. Là, les mauvaises pratiques, c'est ce qu'on appelle l'anti-pattern des commandes de grâce. Monsieur Théo, lorsqu'on est dans un projet réel, à force de temps, on essaie de livrer le plus rapidement possible, on néglige les tests. On néglige les tests unitaires. D'accord? Par la suite, on est en train d'exécuter quelques tests unitaires. D'accord? Je viens dans les tests unitaires. On monte avec un peu de tests d'intégration. C'est logique. Il y a un peu de tests unitaires, vous aurez peu de tests d'intégration. On essaie de rattraper avec beaucoup de tests fonctionnels. Et les tests fonctionnels, généralement, ce sont des tests quoi? On teste avec des interfaces. On teste avec des interfaces. Donc, le projet se lance sans test unitaire, suite à l'urgence. En fin de cycle de vie, on essaie de rattraper avec des tests fonctionnels. Le résultat, on a une vision que notre projet
il est couvert par le test, mais en réalité, il est en faible, il n'est pas bien testé. D'accord. Bon, je le dis encore par la suite. On essaie, par la conséquence, on a des tests qui sont longs, des tests qui sont fragiles, des cours très difficiles à évoluer, et quand on joue les tests manuels, on essaie de rattraper avec des tests manuels. Je ne cache une grâce. C'est pour cela qu'il appelle l'antépart interne le camp du On néglige les tests unitaires, ça provoque moins de tests d'intégration. On essaie de rattraper avec des tests fonctionnels qui sont tous communs, et à la fin, on se rattrape avec des tests manuels. Nous avons une application qui n'est pas testée. Pour cela, ils disent ok, vous êtes bien par là-bas lorsque développent leur projet de fin d'études et les projets de fin d'année. Et c'est à la fin de tester avec l'interface. Donc, ils s'en des tests fonctionnels. Les tests unitaires, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont des tests. L'objectif, c'est un morceau de code, d'accord, automatisé, qui permet d'appeler une unité de travail dans le système et qui va vérifier une seule hypothèse concernant le comportement de cette unité de travail. Nous avons ce schéma qui est composé de une interface utilisateur, d'accord? Dans cette interface utilisateur, on intègre beaucoup de microservices et chaque microservice peut faire appel de différents microservices. Si je prends ce microservice, il est implémenté en utilisant différentes fonctions, d'accord? Différentes fonctions, différentes méthodes. Et ces méthodes peuvent faire appel à des bases de données. Et ces fonctions sont implémentées sous forme de services. Là, Hadi, c'est une unité de travail et l'autre, c'est une unité de travail. Et ces ensembles-là, je peux les tester avec des tests unitaires. Chaque petit composant, je peux le tester indépendamment avec des tests unitaires. Et la totalité de mon interface, je peux les tester avec des tests fonctionnels. Donc, chaque élément, chaque fonction, chaque méthode, je peux la tester avec des tests unitaires. Je peux tester un ensemble de fonctions avec des tests d'intégration et je peux tester toute mon interface en utilisant des tests fonctionnels ou bien ce qu'on appelle les tests end-to-end. Les tests unitaires vont me permettre de détecter les défauts en précoce, peut donner un code plus fiable et maintenable, donner une documentation vivante qui permet de décrire le comportement attendu du système. Ça aide à avoir une meilleure conception du logiciel, parce que ça nous permettra à se pousser à la modularité. Et la modularité, c'est l'application des bonnes pratiques, à savoir les bonnes pratiques solides, l'automatisation de l'intégration continue, et aussi, c'est un complément de tests statiques. Pour écrire des tests unitaires, il faut qu'on utilise des bonnes pratiques ou bien des bonnes méthodes. Parmi les bonnes méthodes, on voit les FIRST. FIRST, c'est une méthode qu'on doit suivre pour écrire les tests unitaires. C'est un ensemble de règles à respecter. First, les tests unitaires doivent être rapides, d'être exécutés rapidement, isolés. C'est-à-dire, je dois tester une fonctionnalité
indépendamment des autres. Mais il faut un test qui dépend d'un autre test, ou bien qui dépend du résultat d'un autre test. Répétable. Si j'exécute le même test, j'aurai toujours le même résultat. D'accord? Self-validated, ça veut dire auto-validé. C'est-à-dire, en utilisant le même test, je peux valider est-ce que le comportement est correct ou bien incorrect. Et finalement, timely, opportun, c'est-à-dire que les tests doivent être écrits soit avant l'implémentation du code source ou bien juste après. Le code source de la fonctionnalité que je veux tester, le test, ou bien juste après l'implémentation de mon code source. Pour implémenter des tests unitaires, bien sûr, des outils, j'utilise des frameworks. Et les frameworks de tests unitaires, c'est un ensemble de bibliothèques logicielles qui fournit les cas de test, à exécuter les cas de test, vérifier le résultat et afficher l'assertion est-ce que c'est succès ou bien échec. Elle permet de transformer une activité de test manuel au suggeste à l'erreur en processus qui va être répétable, rapide, fiable et reproductible. On utilise un patron qui s'appelle XUnit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est un ensemble de bibliothèques qu'on peut utiliser pour tester des systèmes. Là, pour exécuter des tests unitaires, JUnit pour Java, InUnit pour C#, CPPUnit pour C++, PTest pour Python ou bien Jest pour Java. Donc, puisqu'on va rester dans la technologie Java, on va utiliser les JUnit. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? J'avance? Pour écrire un test unitaire, on a des bonnes méthodes. D'accord? Parmi les bonnes méthodes, ce qu'on appelle structurer les tests unitaires avec la méthode 3A. A. Premièrement, on fixe les entrants de mon test. Puis, je vérifie le système à tester, ou bien système unit test, ou bien l'unité du système que je vais tester. J'exécute l'unité du système à tester et je remonte le résultat. Et en fonction de ce résultat, on peut prendre la décision est-ce que le test est passé en succès ou bien en échec. Première partie, lorsque je fixe les entrées, ça s'appelle, c'est la première lettre A, arrange, c'est organiser. Deuxième, c'est act, c'est-à-dire agir. Et la troisième, c'est assert, qui signifie quoi? Vérifier. Arrange, la méthode triple A, ça signifie arrange, act, assert. Arrange, act, assert. Arrange, c'est organiser, c'est-à-dire initialiser tous les entrants et le système à tester si on a besoin. Ça veut dire que je précise les différents entrants dans mon système à tester. Act, c'est agir. Je vais exécuter le système à tester avec les entrants que j'ai vérifiés, que j'ai précisés, que j'ai initialisés. Puis, je stocke les résultats du sortant. Troisième étape, c'est quoi? C'est assert, qui signifie quoi? Vérifier. Je vais vérifier les sortants avec ce qui est attendu du système. Le système à la fin. S'ils sont égaux, ça veut dire que le test passe en
en succès. Si elles sont différentes, ça veut dire que le système il est en échec. D'accord? Donc, pour le faire, je vais faire une démonstration. Je vais créer un projet, d'accord? On va essayer de créer un tout petit projet et je vais faire une toute petite démonstration sur cette partie de test. Donc, en fait, on va créer un projet. Je vais utiliser Maven, d'accord? IntelliJ avec Maven et on va créer une calculatrice avec quelques fonctionnalités très simples.